Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des lycéens, dirigé par Pascal Lassalle, diffusé en direct samedi 20 septembre de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, dimanche 21 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour chers auditrices, auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle édition du Libre Journal des lycéens dirigé par Pascal Lassalle, donc cette semaine. Donc aujourd'hui je suis un petit peu en comité réduit, vous n'aurez pas le plaisir d'entendre la chronique habituelle, c'est les tribulations du pauvre François dans notre société postmoderne et post-nationale. Xavier Delaunay effectivement est aux abonnés absents, je crois que la rentrée ne s'est pas encore effectuée pour lui, mais ce n'est pas bien grave, donc nous aurons rendez-vous avec de nouvelles aventures de votre héros favori, si je peux dire, ou plutôt, dirais-je, votre anti-héros, le mois prochain pour une nouvelle émission. En tout cas, aujourd'hui, je vais recevoir quelqu'un qui va finir par devenir un habitué de cette émission. Je l'avais reçu il y a quelques mois. Il nous avait parlé de l'effondrement des sociétés complexes, d'après l'ouvrage traduit récemment en français de Joseph Tainter. J'ai nommé Laurent Ozon. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, Laurent Ozon, vous faites en quelque sorte l'actualité, et sur à la fois un ouvrage qui sort demain, et sur aussi une thématique ô combien impérieuse et vitale, celle de la remigration. C'est un terme dont on commence un petit peu à parler, et commence à être diffusé dans la sphère de la dissidence. Donc, vous faites aussi l'actualité, puis aussi cette thématique impérieuse et vitale, comme je viens de la qualifier de remigration, fera l'objet d'un rassemblement demain. Un rassemblement, je crois, fondateur, sur lequel nous allons revenir, qui se tiendra sur Paris. Alors, Laurent Ozon, je crois qu'il serait intéressant, vu que, bien sûr, l'homme souvent éclaire un petit peu ses propos et ses idées par son parcours personnel, que vous présentiez une fois de plus davantage pour les auditrices et auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Je pense qu'il faut faire court quand on se présente. Oui, il faut faire court, voilà. Synthétique, mais je crois, aller à l'essentiel, bien sûr. J'ai 47 ans, je suis un industriel, je suis père de 4 enfants, ça fait partie dans mes présentations, je n'oublie jamais ce point-là, parce que tous ceux qui ont des enfants savent à quel point cette expérience est fondatrice, et à quel point on est un autre homme quand on a élevé des enfants. Donc je suis industriel, je suis père de 4 enfants. Je suis un engagé politique depuis maintenant 20 ans, plus de 20 ans. J'ai commencé mes engagements politiques dans le monde de l'écologie, parce que c'était mes premières passions, post-adolescentes étaient écologistes. Puis progressivement, j'ai intégré dans mon travail, dans mon analyse, j'ai dirigé une revue d'écologie scientifique philosophique il y a quelques années. Puis j'ai intégré progressivement dans mon travail d'autres aspects d'analyse, comme le localisme, comme les questions liées à l'identité, et bien évidemment tout ce qui en est découlé, tout ce qui est impliqué, tout ce qui est induit par cela, c'est-à-dire les questions de population, qui n'étaient pas sans rapport d'ailleurs pour moi avec les questions d'écologie, puisque quand on parle d'écologie, quand on s'intéresse à l'écologie, on s'intéresse très très vite à la science des populations, c'est-à-dire à tout ce qui fait que les populations sont en interaction, les groupes vivants sont en interaction les uns avec les autres.
Et donc je suis, voilà, on peut dire que je suis aujourd'hui un homme d'âge, je dirais, entre l'âge mûr et l'âge jeune, 47 ans, voilà, avec nous sommes d'ailleurs de la même génération. Voilà, une expérience qui est l'expérience d'un homme de 47 ans. Et bon, j'ai évidemment conseillé aussi, j'ai fait d'autres choses dans le domaine politique, puisque j'ai été membre du bureau politique du Front National. J'ai conseillé Marine Le Pen sur les questions essentiellement d'énergie et d'écologie. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire, une vie riche et variée. Voilà, bon, si vous permettez, je pourrais apporter quelques petites précisions pour mieux éclairer votre parcours à nos auditeurs, notamment en précisant que vous avez dirigé la revue Le Recours aux forêts. C'est un petit peu derrière de ce cadre-là que nous sommes connus, ça fait bientôt 20 ans déjà. Et puis une revue qui oscillait entre les penseurs un petit peu de l'anti-utilitarisme, et puis c'est convenu d'appeler la nouvelle droite. En tout cas, sur l'affiche Métabia qui vous présente sur Internet, on peut voir quelques références, même je sais que vous n'êtes pas trop vous situer aussi par rapport à des auteurs. En tout cas, il y a certains auteurs qui vous situent, qui montrent un certain éclectisme, mais aussi qui rejoignent un petit peu les centres d'intérêt et surtout les lignes de force de votre pensée. Je peux citer donc les écologistes Arne Ness, Robert Hénard, Marcel Quinet de Mongeau, François Terrasson, les penseurs Philippe Forget, Jean-François Gauthier, proche du Grèce, Henri Corbin, Arnold Gehlen, le père de l'anthropologie philosophique, une figure trop peu connus, et malheureusement, Alain Benoît et Julien Freund, dans là, je pense, seront deux noms aussi qui diront quelques petites choses à pas mal de nos auditrices et auditeurs. Donc là aussi, c'est vrai que vous avez eu cette phase active un petit peu dans les années 90 par rapport à cette thématique écologique. Vous vouliez un petit peu tracer les contours d'une nouvelle écologie, une écologie pensée comme une véritable vision du monde et non pas uniquement, en quelque sorte, une étiquette politique qui montrait déjà ces zones ambiguës en quelque sorte, à l'époque des Verts. D'ailleurs, je crois que vous avez été membre des Verts. Oui, il faut remettre les choses en fait à l'endroit. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui est entré en contact avec tous les auteurs dont vous avez parlé, qui sont des auteurs que j'ai lus et bien d'autres encore. Ça n'est qu'une. Bien sûr. Vous décrivez en fait un compte rendu d'une fiche Wikipédia. Oui, j'imagine disponible sur Internet. J'imagine que votre j'étais avant ne se réduit pas. Bien voilà, sûr, j'étais avant tout un militant écologiste et qui, parce qu'il était un militant écologiste, s'est intéressé à un certain nombre d'auteurs, dont évidemment, bien sûr, ceux de l'écologie dite profonde, qui a été fondamentale pour moi. J'ai croisé dans ce travail aussi des intellectuels qu'on a effectivement, vous avez qualifiés d'anti-utilitaristes, c'est-à-dire comme Alain Caillé, voilà, comme Alain Caillé, Serge Latouche, qui est un homme que j'aime beaucoup et qui m'adresse ses livres régulièrement. Oui, la question de la méga machine notamment, Rudolf Barraud, etc. J'ai en France côtoyé aussi des milieux qu'on peut qualifier d'alternatifs, y compris d'ailleurs ceux à une époque proche de la Nouvelle Droite, qui s'est intéressée beaucoup elle-même à l'écologie. Et donc, je suis par définition un engagé écologiste au départ, parce que c'est ce qui m'a saisi le plus tôt sur le plan de mes passions, de mes engagements. C'est parce que j'ai été saisi en quelque sorte par la question de la destruction du monde sauvage, de la souffrance animale, de l'invraisemblable dégradation du monde autour de nous et du vivant autour de nous, et des dégradations que cette société aussi faisait subir dans ses aberrations à l'être humain, que je me suis engagé en politique. Donc c'est vraiment pas pour moi, je dirais, un élément secondaire, c'est l'élément fondateur et ça reste encore aujourd'hui, parce que j'ai gardé beaucoup de mes amis dans ce monde-là, ça reste encore pour moi, je dirais, ma sphère d'appartenance naturelle. Oui, et d'action, nous allons le voir un petit peu dans les projets qui sont les vôtres, et donc vous allez un petit peu signer l'envol ces jours-ci, de cette manière. Alors, je disais tout à l'heure, oui, vous faites une partie de l'actualité éditoriale avec la sortie de votre premier livre. Vous avez fait une petite collaboration à un ouvrage collectif de l'Âge d'Homme il y a déjà presque une dizaine d'années, mais sinon c'est votre véritable premier ouvrage, d'ailleurs sous la forme d'entretien, de questions-réponses, une forme très vivante, dans un ouvrage que j'ai eu la chance de lire. Et bien sûr, pour préparer cette émission, vous connaissez les scrupules de votre
votre serviteur, et surtout un ouvrage que véritablement je peux recommander. Je peux plus que recommander, et là, bon, vous me connaissez, vous ne voyez pas de vive flatterie de ma part, mais en tout cas, je pense que c'est un des ouvrages les plus importants de ces derniers mois, voire de l'année en cours, et un ouvrage qui marquera parce qu'il est extrêmement accessible. Vous avez aussi ce talent qui rejoint une nécessité d'ailleurs de reformuler des concepts, de trouver un vocabulaire adapté, même si on voit que ça marque aussi votre sensibilité. Vous faites souvent un recours à la cybernétique, à la psychologie évolutionnaire, etc. Mais ça ne nuit pas du tout à l'ensemble. Donc c'est un ouvrage qui est direct, qui est concis. Je disais dans un petit compte rendu sur les réseaux sociaux, finement ciselé. On sent que vous avez pesé chaque mot, chaque phrase, que c'était un petit peu poli comme la statue d'un sculpteur digne de notre pays de tradition. Donc une fois de plus, je dis ça je peux sembler tomber un petit peu dans l'emphase. Vous savez que c'est pas le genre de la maison, mais véritablement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et au-delà du plaisir, au-delà de la forme qui le rend agréable et accessible, il y a surtout le fond. Donc votre ouvrage s'intitule France, les années décisives. Il est publié par une toute nouvelle maison d'édition, à qui nous pouvons souhaiter un bel envol, la maison d'édition BIOS. Donc animé d'ailleurs par un homonyme, en tout cas au niveau de votre prénom, par notre Laurent, que je salue ici s'il est à l'écoute, et je sais qu'il est à l'écoute. Donc en tout cas, c'est une maison d'édition que nous pouvons encourager et surtout souhaiter véritablement une diffusion maximale pour cet ouvrage qui véritablement cerne des enjeux vitaux, des enjeux fondateurs, à la fois je dis refondateurs. Alors on ne va pas bien sûr dévoiler l'ouvrage, même si bien sûr nous sommes dans la sphère de l'audio. Donc en fin de compte, la majorité des auditrices auditeurs de Radio Courtoisie n'hésiteront pas, je pense, s'ils saisissent son intérêt, à l'acheter, à le lire et à le méditer. Le public de Radio Courtoisie a cet avantage d'être un public cultivé, motivé. On sait que c'est un public aussi qui n'hésite pas, d'en consacrer une part de son pouvoir d'achat pour justement acheter et lire des livres essentiels. Alors ce livre, vous l'avez voulu un petit peu transversal. Il aborde de multiples thématiques qui, bien sûr, sont comme un faisceau qui rejoint en quelque sorte, qui souche une vision du monde. Comment vous pourriez présenter un petit peu les premiers axes un petit peu de votre pensée, et surtout quelque chose qui vous est cher, la pensée n'est qu'en fait de compte que la traduction, on va dire en paroles, en mots. D'une action qui est pensée, une action vitale en quelque sorte. Oui, ce livre ce livre m'a demandé beaucoup d'efforts et pourtant assez, mais pas énormément de travail dans l'absolu. Il y a eu du travail bien sûr, mais ce livre m'a demandé des efforts parce que je suis d'origine basque, et je suis essentiellement un homme de tradition orale. J'ai donc toujours beaucoup de facilité à expliquer lorsque j'en ai le temps dans des conférences qui sont en général assez souvent bien regardées sur les réseaux sociaux, ce que je pense ou ce que je veux défendre. Mais le passage à l'écrit pour moi était un moment difficile parce que je pense que l'écrit fige d'une certaine façon les choses à un moment T. Or évidemment nous savons tous, nous sommes tous dans le même cas. Je veux dire, notre pensée évolue, se structure progressivement. Mais vous savez, Laurent, je vous rejoins totalement. Voilà, j'ai la même un petit peu problématique aussi. C'est une vraie difficulté. Et donc accepter à un moment de figer les choses, c'est-à-dire de les dire à un moment T, d'une certaine façon, c'est toujours un exercice très compliqué quand on est comme moi je le suis, un peu psychorigide si vous voulez. Certains vous diront nettement psychorigide. Et parce que c'est très difficile de se dire, parce que mon idée c'est, est-ce que mes enfants, notamment, pourront relire ce livre dans 20 ans en se disant que ça n'était pas un livre de circonstances démodé, mais ils pouvaient saisir à un moment T notre histoire, notre situation, la raconter, la mettre en perspective de façon si possible évidemment profonde, mais surtout le faire avec des mots qui soient et une analyse qui ne soit pas datée, trop datée par l'époque. Et donc pour moi c'était vraiment, enfin là je vous explique mes difficultés de premier livre. J'aurais matière dans mes ordinateurs probablement de quoi remplir plusieurs livres. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent le cas, mais j'ai eu ce livre-là a été un travail difficile parce que
j'ai souhaité, comme vous l'avez dit, ciseler les choses, faire quelque chose de ramassé. Je me méfie beaucoup des débordements emphatiques. Voilà. J'aime bien les choses en matière. Quand on est dans l'écrit, quand on est dans l'oral, c'est différent. On a le temps de s'expliquer, etc. Mais lorsque l'on écrit, je pense qu'il faut éviter de s'étaler. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire de quelque chose qui soit très clair, qui aborde des questions extrêmement complexes et pourtant est profonde, qui touche pour être très clair, à des questions de vie ou de mort collective, et en même temps de le faire avec suffisamment de simplicité dans le vocabulaire et dans l'expression pour qu'il reste accessible à un maximum de personnes. En tout cas, je pense que les enfants ne pourront pas vous faire ce reproche. Et d'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui à ce micro, c'est que j'ai le sentiment effectivement que non, votre ouvrage venait en son temps, il a su trouver les mots et surtout cerner à la fois les enjeux et surtout un constat, en tout cas dans l'ensemble. Bien sûr, on pourrait toujours rentrer dans certains petits détails que vous connaissez. Ça a déjà fait l'objet de quelques discussions, mais ce n'est pas l'objet, bien sûr, de notre émission du jour. Mais dans l'ensemble, éternellement, en tout cas, l'essentiel est tracé. Alors, dans votre ouvrage, on va pas, bien sûr, dévoiler votre ouvrage, notamment dans le sens un petit peu de la chronologie de cette année matière, mais vous commencez déjà par cerner un petit peu, faire un constat, un état des lieux. Et de cette manière, concernant la nature du monde dans lequel nous vivons, la nature du pouvoir qui nous aliène, la nature de diverses réalités essentielles de notre monde. Pouvez-vous un petit peu tracer quelques pistes ou dévoiler quelques pistes concernant qui arrivent justement à cerner les contours du zeitgeist, on pourrait prendre ce terme-là, c'est pas un terme anglais, donc pas de petit cochon, l'état de cette ère du temps, qui est un petit peu le nôtre. Oui, j'ai essayé en fait de raconter le monde dans lequel je vis et effectivement de décrire Je peux tracer quelques mots si vous voulez. Vous parlez méga machine, vous tracez aussi une caractérisation des élites ou des soi-disant élites qui nous gouvernent, parler des sociétés complexes. Et puis bien sûr, on reviendra sur des termes qui vous sont chers, même si vous n'aimez pas les ismes, comme on le connaît. Mais je pense, mais c'est intéressant quand même pour nos auditeurs de tracer un petit peu. J'essaie d'expliquer, de rendre clair des notions qui sont abordées de façon par l'ensemble de la dissidence politique et philosophique, on va dire l'ensemble des auteurs qui aujourd'hui ne sont pas dans le cœur, dans le noyau nucléaire de l'oligarchie mondialisée et qui n'ont pas accès aux grands médias, mais qui n'en ont pas moins pour autant moins de choses à dire. J'essaie simplement de mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, parce que comme dans toutes les périodes d'effondrement, nous sommes à un moment où nos élites parce qu'elles ne sont plus dans la capacité de pouvoir, parce qu'elles se sont bloquées pour des raisons que j'explique dans ce livre, parce qu'elles ne sont plus des élites précisément, ne procèdent plus non plus à l'extraction, c'est-à-dire au prélèvement humain qu'elles effectuaient dans la population, qu'elles ont effectué dans la population. Oui, c'était un peu la théorie de Pareto, de la circulation des élites, par exemple, si on veut formaliser un petit peu la chose. Et donc, elles ne le faisant plus, elles laissent sur le côté, entre guillemets, c'est-à-dire sur les bords de notre société, et donc des personnes qui ont probablement des qualités qui auraient des qualités probablement pour exercer des responsabilités éminentes dans le monde, dans l'appareil, je dirais, de notre société, mais qui parce que notre système est bloqué, il est bloqué socialement, il est bloqué politiquement, il est bloqué économiquement. Parce que ce système se bloque, parce qu'il est en train de s'enrayer, parce qu'il est en train de commencer la bicyclette, en quelque sorte, se met à tanguer sur la route. Pour prendre une autre image, le film commence à sauter sur l'écran et tout le monde voit bien que les choses ne vont pas durer très longtemps comme cela. À ce moment-là, effectivement, de partout montent des voix, des mots, pour essayer de rendre compte de ce que nous vivons, pour le raconter, pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce que nous vivons. Alors les politiques ont bien sûr des choses à dire là-dessus, en particulier le premier parti de la dissidence, en quelque sorte, qui n'appartient pas au noyau nucléaire de ce système-là, c'est le Front National, évidemment, mais il y en a d'autres. Et puis il y a des tas d'auteurs. C'est le parti qui occupe cet espace. Voilà, qui occupe cet espace. Mais il y a aussi des tas d'auteurs autour qui essaient d'analyser le monde dans lequel nous sommes. Je n'ai pas voulu faire un ouvrage théorique.
J'ai voulu faire un ouvrage qui raconte... C'est bien que vous en gardez. Voilà. Ah oui, non, mais parce vous conjurez presque. Ah, je conjure parce que je parfois un peu excessivement à mon sens, mais oui, bon, mais c'est votre sensibilité. Je pense qu'il faut raconter les choses de façon claire et nette, et qu'on n'a pas besoin de revenir en permanence sur des auteurs ou sur des choses pour l'expliquer. Non, ça c'est vrai que bon, il n'y a pas de note infrapaginale. Non. Et c'est très bien. Oui, ça lui donne vraiment un rythme. Mais parce que je crois que c'est la condition pour se mettre en situation de raconter ce que nous vivons, de le faire simplement, sans noyer les gens dans un fatras, parce qu'évidemment, faire des notes biographiques... Non, puis surtout, bon, je crois qu'un auditeur, une auditrice qui a une culture minimale, on va dire, une certaine culture, bon, et certaines références, verra tout de suite. Bon, de quoi, de qui il est question, et justement, ça pousse à le renvoyer, à approfondir certaines de ces thématiques ou questions. En tout cas, je l'espère. En tout cas, ce que j'ai voulu faire, c'est décrire l'époque que nous vivons, raconter essayer d'effectuer de rendre compte, de reprendre les mots et les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, celles qui intéressent tout le monde. Quel est le système de pouvoir auquel nous sommes confrontés? Vers quoi nous emmène-t-il? Quelles sont ses propres difficultés à ce système de pouvoir? Comment fonctionne l'oligarchie? Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Pourquoi le système politique est aussi est peuplé de petits is no good médiocres et pourtant intelligents, en tout cas intelligent dans la ruse, mais incapable d'affronter les évidences. Oui, l'intelligence ne va pas de pair avec oui, mais c'est une question. D'autres qualités qui sont sûrement primordiales. Oui, mais la question c'est pourquoi en politique, dans le politique. Alors, notamment, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que des gens intelligents, des gens qui semblent être doués d'une certaine forme d'intelligence, en tout cas, ne sont pas capables de régler des questions qui apparaissent comme évidemment problématiques, crucial, vital pour l'ensemble de la population aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi. Alors après, évidemment, je ne me suis pas contenté de dépeindre la situation actuelle. J'essaie d'entrer dans le détail des problèmes sur les questions de population, d'immigration, sur les questions d'identité, sur les questions d'écologie, sur les questions économiques aussi, ou celles qui touchent à la politique économique de notre pays, et les solutions que je dirais que les uns et les autres prétendent apporter à ces problèmes-là. J'ai essayé, en fait, en quelque sorte, d'aborder toutes ces questions en le faisant de façon aussi synthétique que possible et aussi utile et pratique que possible, surtout. D'accord. Alors, justement, dans cet ordre d'idées, il y a deux termes qui vous sont chers et enfin qui contribuent justement à décrire le réel qui est le nôtre. C'est que vous abordez l'idée qu'on avait déjà, d'ailleurs, tracé ensemble lors de la précédente émission, l'idée de nous vivons dans un monde et une société complexe, et vous mettez en avant l'idée de translation, qui amènerait justement une simplification. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter ce terme-là? C'est simple. C'est lorsqu'une société présente un certain nombre des caractéristiques des sociétés qui se sont effondrées dans l'histoire, comme c'est le cas de la nôtre aujourd'hui. Ben voilà, dont nous avons parlé. Comme notamment celle de l'Empire romain, mais qui nous est la plus connue, la plus proche, qui nous parle davantage. Elle fait partie de notre histoire, évidemment. Lorsqu'on analyse, et on a déjà fait une émission ensemble sur cette question-là, l'effondrement des sociétés complexes, pourquoi une société tombe, pourquoi elle s'effondre, qu'est-ce qui à un moment fait que les solutions deviennent en quelque sorte plus douloureuses que de continuer en quelque sorte à se casser la figure. C'est-à-dire, il y a un moment où le rapport entre de douleur, si je puis dire, d'effort et de douleur, entre les solutions que l'on peut apporter à un problème et la poursuite de l'existence de ce problème, il y a un moment où dans la balance, les solutions pèsent plus lourd. C'est-à-dire, elles sont plus douloureuses, elles font plus mal, elles sont plus difficiles, elles nécessitent plus d'efforts, plus de moyens, etc. Et quand on en est là, et nous en sommes là, quand on en est là, la société ne peut plus se régénérer selon les principes, selon ses propres principes, elle doit se refonder, elle doit opérer une translation de puissance, une translation je dirais de civilisation. Une translation, ça n'est pas passer à autre chose, c'est pas changer de pays, c'est pas c'est un interrain en quelque sorte. C'est une refondation civilisationnelle et cette refondation civilisationnelle, cette translation dont je parle, c'est celle qui fait passer c'est le destin des sociétés complexes en phase d'écroulement. Elles ont deux destinations possibles. La première, c'est l'effondrement et la disparition. Si vous allez aujourd'hui
contre, voilà. Dans certains déserts mésopotamiens qui ont abrité des cités jadis peuplées de centaines de millions. Aujourd'hui, c'est des djihadistes qu'on y trouve. Voilà, on n'y trouve plus grand-chose. Des jeeps et des barbus. Voilà. Donc le destin de ces sociétés, c'est deux choses. La première, c'est de disparaître totalement, de s'effondrer. Et la deuxième, le deuxième avenir, en gros, pour être très simple, possible de ce type de société, c'est de se refonder, c'est d'opérer une sorte de translation civilisationnelle. Et il y a des exemples dans l'histoire que j'évoque très très rapidement. Et c'est probablement ce que nous devrons avoir à gérer, c'est-à-dire gérer une forme de décroissance, de décomplexification de notre société, c'est-à-dire de simplification, effondrement de notre société, mais en l'accompagnant de la façon la plus satisfaisante pour nous, et en même temps vers plus de proximité, vers plus de communauté, vers plus de localisme, etc., vers des formes d'organisation très anciennes et en même temps très nouvelles, et simultanément cette nécessité... À dimension humaine, voilà, davantage à dimension humaine. Oui, mais qui ne sont pas non plus des sociétés, c'est pas le... Ni au agreste, voilà, on n'est pas dans la oui, mais non, mais voilà, je ne suis pas voilà. en train de vous expliquer que notre avenir, c'est les champs de poireaux. Vous nous préparez pas un plan Morgenthau bis. Non, c'est évidemment pas ce que j'étais en train d'expliquer. Bien donc, sûr. Nous aurons donc à gérer et cette décomplexification, c'est-à-dire cette perte de complexité d'organisation, cette perte de compétences de façon relativement contrôlée, et simultanément d'être attentif à ces translations civilisationnelles, c'est-à-dire qui se sont déjà produites dans notre histoire et qui nous permettront demain de refonder en quelque sorte, de nous projeter à nouveau dans l'histoire. J'habite Vendôme. Et le carillon de Vendôme, tout le monde le connaît. Précisez pour certains auditeurs, vu que Vendôme, les connaissances géographiques. Sous-préfecture du Loir-et-Cher, une ville très importante pour la couronne de France. Le carillon de Vendôme, et la chanson du carillon de Vendôme, c'est « Mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil? Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. » À ce moment de l'histoire, au moment où est chantée cette chanson, la France, ou le principe qui incarne la France politiquement et ce qu'il en reste, est en quelque sorte cantonné dans des frontières qui, aujourd'hui, ne dépasseraient probablement pas celles du tiers d'un département. Et pourtant, la France existait toujours à cet instant. Elle existait avant, elle a existé après, elle s'est transformée. Nous avons déjà changé à plusieurs reprises, malgré la continuité de notre mémoire et de notre génie dans l'histoire. Nous avons déjà changé plusieurs fois. On peut préciser pour nos plus jeunes auditeurs que vous faites allusion au dauphin Charles VII. Oui. Voilà. Et nous avons déjà plusieurs fois dans notre histoire très longue, dans l'histoire de la France, nous avons déjà plusieurs fois opéré ces translations de civilisation, ces translations, ces changements de forme qui nous ont permis en permanence, sans arrêt, de nous adapter aux contraintes et aux pressions de l'histoire. C'est probablement ce qui nous attend. Voilà, qui peut être plus ou moins long, qui peut se faire sur un mode plus ou moins apaisé ou paroxystique. Ça aussi, bon, je crois que ce sont les années décisives justement à venir qui nous diront ce qu'il en est, et elles seront aussi un petit peu ce que nous tenterons d'en faire en quelque sorte pour les minorités actives qui seront au centre de ce processus. En tout cas, vous le signalez bien, qui devront en tout cas réguler autant que faire se peut ce processus, à travers justement une nouvelle circulation des élites, de nouvelles élites à apparaître, être tirées du peuple. On pourrait presque parler, bon, je sais que le terme peut-être vous siera pas, d'aristocratie, en tout cas au sens profond de ce terme-là, tirer les meilleurs éléments de ce qui reste en tout cas de notre peuple. Ce sont vos mots, ce ne sont pas les miens. Oui, non, mais je sais bien, mais bon, nous avons moi, nos mots. Je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que nous allons avoir, enfin, on se comprend, je comprends bien ce que vous dites et vous décrivez quelque chose qui, voilà. Mais je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le début du commencement d'une refondation civilisationnelle qui va entraîner évidemment un processus d'accélération et de renouvellement de population, de renouvellement d'organisation et donc, évidemment, comme vous le dites, de renouvellement de compétences. Je préfère parler de compétences. Je préfère parler de question de vocabulaire. Oui, parce que l'essentiel, c'est le réel, les réalités que ces mots désignent. Parce que ce que nous vivons, ça n'est pas simplement un effondrement de valeurs, c'est aussi et surtout
aussi un effondrement de compétences, c'est-à-dire un effondrement d'âme, bien sûr, de culture, mais aussi de compétences. Et donc je crois que nous allons vivre aussi un moment où de nouvelles compétences seront utiles, seront indispensables, et qu'il va falloir, il va falloir être attentif à ce moment-là. Un des éléments qui nous empêche, un des éléments clés qui nous empêche précisément de faire face à cette nécessité de renouveler, d'apporter des compétences à la tête de notre société, c'est la kleptocratie dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire précisément cette tendance qu'ont les gens qui occupent aujourd'hui la sphère médiatico-politique à, en quelque sorte, se coopter, fonctionner en vase clos. Constituer une caste parasitaire. Constituer une société parasite, une société qui d'ailleurs n'a plus ses fondamentaux dans notre pays, mais appartient, est elle-même en quelque sorte la division, la représentation temporairement en France d'une oligarchie déjà très largement mondialisée. Tout à fait. Alors le moment est venu de notre traditionnelle pause musicale, mon cher Laurent, avec, là on va faire dans les grands classiques, avec un extrait des Carmina Burana de Karl Orff. Voilà pour cette Foria Germanica, pour essayer de ne pas écorcher le latin de nos humanités jadis classiques, qui le sont de moins en moins aujourd'hui, mais qui participeront, nous l'espérons, en tout cas, de nouveaux schémas narratifs, de nouvelles narrations collectives, pour reprendre des termes qui vous sont chers, dans l'éventualité, je suis fatigué, dans la perspective du renouveau nécessaire. Alors je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal des lycéens, sur Radio Courtoisie bien entendu, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle. J'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir quelqu'un qui finira par devenir un habitué de cette émission, Laurent Ozon. Donc Laurent Ozon, par rapport à une actualité donc éditoriale et événementielle, à savoir d'une part la sortie de son premier livre aux éditions Bios, France, les années décisives, un ouvrage donc qui en quelque sorte cohère les axes et les développés aujourd'hui dans cette émission, les propos développés dans cette émission, et d'autre part donc un rassemblement
justement pour un mouvement de migration qui va se tenir demain après-midi à Paris. Alors Laurent, je crois qu'il serait intéressant de revenir un petit peu sur certains axes à la fois de votre pensée et de vos propositions, qui structurent un petit peu votre ouvrage dans un souci de clarification pour nombre de nos auditrices et auditeurs. Alors c'est vrai qu'il y a des thématiques qui vous sont chères. Je sais que vous n'aimez pas les ismes, et bon, ce qui peut apparaître un peu comme des concepts poussiéreux ou un peu gris, un peu figés, mais vous êtes connu comme, en tout cas, vous colle à la peau l'étiquette de localiste, d'une part. D'ailleurs, la structure que vous présidez s'appelle Maison Commune, et c'est un des axes qui est développé dans le cadre de cette structure. D'autre part aussi, il y a une thématique connexe qui s'est greffée là-dessus, qui aussi fait débat dans la sphère intellectuelle en général et dans la sphère dissidente en particulier, la notion de protectionnisme. Comment vous un petit peu vous modulez ces deux notions par rapport justement à cette phase de transition dont nous avons parlé tout à l'heure? Le localisme, c'est-à-dire la nécessité de relocaliser les activités humaines, ne recoupe pas totalement la thématique du protectionnisme, celle de la protection, je dirais, de marchés, d'espaces, pour les réguler selon des questions d'ordre, selon des objectifs politiques. Faire du protectionnisme, c'est en quelque sorte vouloir rétablir la gestion comme une membrane, vouloir rétablir la circulation, le contrôle de la circulation de ce qui rentre et ce qui sort, et de le faire de façon... De tous les flux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et de tous les flux de personnes, flux de marchandises, etc. Et de le faire selon des impératifs ou des objectifs politiques, en fonction de nos intérêts, nos besoins, nos manques, etc. Bon, ça, jusque-là, je crois qu'à partir du moment où on arrête de décrire le protectionnisme comme une sorte de théorie qui vise en quelque sorte à fermer des choses qui seraient forcément ouvertes aujourd'hui, quand on sortira de cette analyse-là, on aura tout compris. Le protectionnisme, c'est ni la fermeture, ni l'ouverture, c'est précisément la possibilité de choisir l'un ou l'autre. C'est la doxa que développent un petit peu les oligarchies, bien sûr, pour l'incapacité, pour la diaboliser, etc. Bon, on commence à connaître un petit peu la chanson de cette manière. Oui, mais alors, si vous permettez, je vais quand même vous la raconter. Allez, racontez-nous. Donc, c'est que précisément, le protectionnisme n'est ni l'ouverture, ni la fermeture. Il est la possibilité de pouvoir choisir l'un ou l'autre selon ce que l'on veut faire. C'est donc la possibilité de fermer sa porte d'entrée ou de l'ouvrir, d'ouvrir ses fenêtres ou de les fermer, de couper ou pas son chauffage, et d'ouvrir ou pas son robinet. Bref, ce sont des choses évidentes que font toutes les petites collectivités, comme les familles, ou les moyennes collectivités, ou les individus. Et nous sommes dans un système à ce point aberrant qu'on ne puisse pas expliquer simplement cette évidence. Oui, c'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, des choses qui devraient ressortir du bon sens populaire, et qui soient individuelles ou collectives, ne le sont plus du tout. On marche vraiment sur la tête de cette manière. Et le localisme est en quelque sorte un protectionnisme 2.0. C'est-à-dire, c'est une approche qui est complémentaire de celle du protectionnisme et qui vise en quelque sorte à encourager, favoriser ce que l'on appelle la relocalisation des activités humaines, c'est-à-dire la possibilité de relocaliser, de rapprocher le lieu d'habitation du lieu d'embauche, le lieu de production du lieu de consommation, le lieu de paiement de ces taxes ou de ces impôts ou de ces cotisations de l'endroit où elles sont dépensées, etc., etc., pour arriver en quelque sorte à gérer ce que j'évoquais avant votre belle pause musicale. Merci mon cher Laurent. Je vous en prie. De pouvoir arriver à cette décomplexification, c'est-à-dire à cette simplification et efficace en quelque sorte de la société dans laquelle nous vivons et qui est en train de se casser la gueule. Donc le localisme, ça n'est pas simplement, je dirais, une disposition d'esprit. Ça passe par des propositions de loi, par des recettes ou des propositions concrètes qui peuvent avoir un effet extrêmement positif sur l'ensemble, je dirais, non seulement d'une politique, dans le cadre d'une politique protectionniste, mais aussi qui ne nécessite pas le grand soir politique, c'est-à-dire une prise de pouvoir générale. Le localisme, c'est une approche qui vise simplement à considérer que il est préférable de décider chez nous ce qui est bon pour nous, de produire
pour nous-mêmes avant de chercher à exporter à l'étranger ce dont on a ce que l'on produit. Bref, en quelque sorte de revenir à ce que Gandhi. Alors vous voyez, je vais vous chercher des références chez Gandhi, moi. Bien, c'est pas mal. Voilà. Indira, j'adore Indira. Ça change des philosophes allemands. Et donc Gandhi qui parlait du Swadeshi, c'est-à-dire de cet effort qui consiste à servir et à se servir de son environnement proche au détriment de ce qui est lointain. Et le localisme, en quelque sorte, est complémentaire, bien évidemment, d'une approche protectionniste. C'est ce localisme, avec les propositions très concrètes que je fais, parce que comme vous l'avez... Oui, ce que j'allais dire, des taxations, par exemple. Je ne suis pas un intello, je suis avant tout un homme de vie, de terrain. Je suis un homme d'économie concrète, parce que je suis un industriel depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, quand je parle d'économie, je ne parle pas d'un truc que j'ai vu à la télévision ou que j'ai lu dans un bouquin d'économie, je parle de la vie réelle et de l'économie réelle, parce que je sais ce que c'est que d'avoir des salariés, parce que je sais ce que c'est que vendre des produits à l'étranger, d'exporter ou d'importer, etc. Donc c'est un monde que je connais très bien. Bien. Donc j'essaie dans ce livre-là, sans rentrer dans le catalogue des propositions politiques du genre il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Non, mais vous donnez des exemples. Voilà, d'esquisser faisable, des exemples et de montrer que c'est une tendance lourde, c'est quelque chose vers lequel nous allons devoir aller. Pour plusieurs raisons, mais une des raisons fondamentales, et je vais vous fournir l'occasion d'une transition absolument fantastique. Allez, j'attends. Et une des raisons fantastiques, c'est que notre société est effectivement en voie d'instabilisation chronique. Elle va se déliter très progressivement, elle va devenir très rapidement, elle pourrait devenir très rapidement hors de contrôle dans des situations de tension qui ne manqueront pas d'arriver dans les années qui viennent. Et que à ce moment-là, il faudra que nous soyons capables, dans la mesure du possible, et au moins dans un premier temps pour ce qu'on peut appeler l'économie de subsistance, de ne pas dépendre de blocus étrangers, d'approvisionnement, de routes qui seront peut-être probablement en difficulté, d'avions qui n'atterriront pas forcément. En tout cas, une liberté de circulation qui sera entravée. Voilà. Quand notre bétail, ou quand notre système, l'alimentation de notre bétail dépend à 80% des exportations de produits d'Amérique du Sud, ou quand notre système sanitaire dépend de la production de médicaments qui sont produits à parfois des milliers de kilomètres de là, et là je ne vous donne que 2 exemples, on pourra en prendre des milliers d'autres. On s'occupe plusieurs émissions. Eh bien, nous savons que dans un contexte d'aggravation générale du climat social, de dégradation générale, nous allons nous retrouver dans des situations très rapidement extrêmement dangereuses à partir du moment où nous n'engageons pas dès aujourd'hui, au moins dans un premier temps, pour ce qui concerne ce que j'appelle l'économie de subsistance, la relocalisation d'un certain nombre de ces activités. Ces décisions auront des vertus et des effets tout à fait positifs sur l'emploi, sur les questions d'emploi, de chômage, d'économie, etc. Mais elles auront surtout, d'un point de vue strictement politique, la vertu de pouvoir nous permettre d'anticiper et de nous préparer, de nous adapter aux perturbations sociales majeures que nous allons vivre dans les années à venir. Voilà, c'est la notion cardinale et impérieuse d'autonomie, de cette manière. L'autonomie qui est un autre nom, autre nom pour la liberté, c'est-à-dire c'est notre capacité à pouvoir, je dirais, non seulement prendre des décisions, mais nous assurer que les rapports de force aussi bien autour de nous qu'à l'extérieur, ne nous contraignent pas, en quelque sorte, à en prendre d'autres. D'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour imposer, en tout cas, les décisions qui sont les nôtres sur notre environnement et par rapport à une direction que nous sommes fixés. Oui, c'est le cas de la monnaie, par exemple, qu'on a souvent mis, que les souverainistes mettent souvent en avant. Alors allons-y, la monnaie, l'euro. L'euro, la grande question. Non, mais on va pas traiter la question de l'euro en 3 minutes. On va pas traiter, mais bon, vous, votre positionnement... c'est assez simple. Je comprends parfaitement la nécessité d'avoir une politique souverainiste en matière monétaire, c'est-à-dire en clair d'avoir une volonté politique adossée à une pratique, c'est-à-dire une politique monétaire. Oui. Ça, c'est une évidence. Simplement, je rappelle qu'il existe une pyramide des besoins qui s'appelle la pyramide de Maslow, qui permet de restituer ce qui, dans l'ordre des besoins, est prioritaire ou pas. Et je dis et je rappelle simplement que quelles que soient les initiatives qui seront prises en matière de politique monétaire à l'avenir, je rappelle surtout que notre capacité à pouvoir nous nourrir, nous soigner et nous protéger sera toujours prioritaire et interviendra dans le temps toujours avant
celle de trouver des solutions, de mettre en œuvre des solutions politiques sur les questions monétaires. Pourquoi ? Parce que si demain, pour une raison ou pour une autre, nous engageons un bras de fer avec le système financier international pour des questions de monnaie, que je peux parfaitement concevoir et d'ailleurs parfaitement admettre. On a eu un tout petit exemple très récemment avec la question du oui ou non l'indépendance écossaise. Oui, il y a eu ça, mais on peut aller regarder. On peut regarder les manipulations sur la roupie en Inde, qui est quand même plutôt un gros pays. C'est pas voilà. Oui, il semblerait. Oui, il y a quelques, on va dire 1,3 milliard de personnes quand même, qui n'est pas une petite puissance non plus. Eh bien, je pense que ce pays a été obligé, suite aux pressions du système financier international sur sa propre monnaie, a été obligé de faire de larges concessions au système dollar. J'anticipe donc, et c'est un point que j'évoque très simplement dans mon livre, encore une fois avec la volonté d'être simple et d'être clair, j'anticipe donc le fait que, je dirais, des coups de menton en termes de politique monétaire, c'est-à-dire une volonté de nous engager sur des changements de politique monétaire, auront pour effet de provoquer des tensions, de provoquer des réactions, brutales de nos adversaires, de nos concurrents géopolitiques et économiques, et que dans ce contexte-là, si nous voulons pouvoir être à la hauteur des décisions qui seront prises politiquement, il faudra être capable de nourrir nos populations, il faudra être capable de soigner nos personnes âgées, il faudra être capable de pouvoir continuer à faire tourner nos entreprises avec des matières premières ou avec des outillages dont elles ont un besoin vital, et qui aujourd'hui nous arrivent de l'étranger par des avions, des bateaux ou sur les routes. Et j'anticipe simplement, parce que je le sais qu'il faut penser à ce genre de choses quand on est une entreprise notamment, mais dans un cadre plus large, j'anticipe simplement que dans la hiérarchie des besoins, nous aurons besoin de protéger avant tout ces éléments, cette économie de subsistance, avant d'engager le fer sur les souverainetés politiques et sur les souverainetés économiques et monétaires. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, ces souverainetés, pour vous, elles devront... vous aussi, vous positionnez un petit peu sur vous évoquez les questions de l'État-nation, oui. Question aussi de la dimension européenne, justement, de cette transition nécessaire et à venir. Quels éclairages pourrez-vous donner à nos auditrices et auditeurs sur ce sujet, qui aussi sont des débats qui les intéressent, et qui sont un petit peu l'objet de différentes émissions sur cette radio? Oui, alors moi, je ne fais Radio Courtoisie, bien sûr, aussi. Oui, alors je ne fais pas de fétichisme organisationnel, c'est-à-dire je pars du principe qu'il n'y a pas de forme d'organisation absolument et définitivement préférable en tout lieu et en tout temps, et que la bonne forme d'organisation, les bonnes institutions, ce sont celles qui permettent à la collectivité, à la communauté, au peuple, en quelque sorte, de vivre, de survivre et de s'adapter aux contraintes de l'histoire. Voilà, donc par exemple, la différence de nos amis souverainistes, l'État-nation, pour vous, n'est pas un but en soi. C'est un petit peu la parabole. Voilà, vous savez, c'est pas une spécialité des milieux souverainistes. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les européistes, dans un autre domaine, c'est-à-dire des personnes qui réduisent en quelque sorte le champ de leur action politique à celle d'une forme d'organisation politique. Or, pour ma part, je ne crois pas que l'État-nation soit dépassé. Je crois que l'État-nation a encore un rôle à jouer. C'est un cadre qui existe. Voilà. Après, l'état dans lequel il se cadre, j'explique rationnellement pourquoi, mais j'explique aussi pourquoi, dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, nous allons devoir anticiper des rapports de force et que nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas imaginer nous adapter à ces contraintes, à ces rapports de force dans l'histoire. En nous cantonnant au stade de l'État. En nous réfugiant de façon un peu autistique dans des postures ou des phobies, ou en laissant pas parler des phobies institutionnelles. Voilà. Donc il va falloir être pragmatique, il va falloir être pratique, et je pense que c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Voilà, bon, pragmatique, pratique, ce sont souvent des mots qui reviennent dans votre bouche, Laurent. Oui. Néanmoins, vous qualifiez en tout cas la vision qui vous porte de révolution conservatrice. Vous rappelez aussi les fondements, on va dire, polémogènes, un petit peu de toute forme de vie sur Terre. Je crois que ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, que vous rappelez l'occasion vous est donnée de vous exprimer, que ce soit en conférence ou lors d'entretiens et d'articles. Pourriez-vous un petit peu redévelopper là-dessus? Bon, je crois que c'est des choses qui ne vont plus d'elles-mêmes aujourd'hui, notamment dans le climat, on va dire, irénique, dans lequel baignent de bonne partie non seulement des castes parasitaires qui nous gouvernent très mal, mais aussi surtout une bonne partie de la population. De l'opinion qui, bon, c'est un petit peu, ça me fait penser au bouquin de Robert Decker, Le Son de l'impossible, où justement la figure de la réalité de la guerre, la figure du guerrier est sortie de notre horizon.
en tout cas, pour y être cantonné à une figure un petit peu révulsive, de certaine manière. Donc vous rappelez certains fondamentaux qui ressortent aussi d'observations que l'on peut noter dans des sciences de la vie, comme l'éthologie, ou qu'on appelle aujourd'hui la psychologie évolutionniste et quelques autres. Pourriez-vous un petit peu redévelopper sur ces... Alors, je n'aborde pas évidemment des questions de psychologie évolutionniste directement dans le bouquin, évidemment. Simplement, sur cette question de la guerre continue. Les rapports de force se poursuivent. Simplement, ils ont changé de visage, ils ont changé de forme. Et évidemment, en toute guerre, vous connaissez le principe de Sun Tzu, le principe de base, c'est vaincre l'ennemi sans combat. L'art de la guerre, c'est vaincre l'ennemi sans combat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vous décrit assez bien la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une situation dans laquelle on nous livre une guerre qui ne dit pas son nom, qui ne marque pas son existence en tant que guerre, de certaine manière. Mais ce sont des guerres qui sont bien réelles. Alors, je vais vous en donner une qui est un des points que j'aborde dans cet ouvrage, qui est ce qu'on peut appeler les guerres de 4e dimension, c'est-à-dire les guerres contre nos préjugés civilisationnels, contre nos préjugés de valeur. Toute collectivité, toute société alimente des préjugés, c'est-à-dire un certain nombre de choses qui ne sont pas susceptibles d'être remis en question par le débat en permanence, mais qui sont des fondamentaux, on va dire des bases stables, à partir duquel se construisent les systèmes de valeurs, à partir de la façon dont se construisent les systèmes. On va des représentations. Des représentations collectives. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est de considérer que un enfant, c'est comme ça et comme ça, que ça doit être élevé d'une certaine façon, que ça doit du respect à ses parents, que etc. Que un mariage, c'est un mariage entre un homme et une femme parce que etc. Voilà, ce que d'ailleurs Orwell peut qualifier de décence commune. Ça rejoint un petit peu ce terme-là, quoi. Je voulais en venir au point suivant, c'est que ces éléments qui sont constitutifs des sociétés, qui permettent la vie en collectivité, ce sont des subjectivités quand on les regarde de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que vous pouvez dire, je sais pas, dans les trucs d'Indienne Amazonie, on peut se marier à 3. Bref, il y a des tas de civilisations, des tas de formes d'organisation, et puis il y a les nôtres. Voilà. Et nos sociétés, les collectivités ne tiennent qu'à partir du moment où elles sont capables de partager. Non seulement, je disais souvent que le robinet dans les appartements avait probablement plus fait pour l'individualisme que tous les travaux d'Adam Smith réunis. C'est pour votre réponse sur l'abus de théorie et de bouquins et d'ouvrages, pour en revenir aux choses simples, parce que je crois vraiment que c'est ça. Je pense que quand on mène une guerre pour en quelque sorte tuer la culture, les préjugés populaires, la culture populaire, notamment autour des affaires de mariage pour tous, sur les questions de vie et de mort, etc., d'euthanasie, etc. On mène des guerres contre les préjugés civilisationnels d'une société. Lorsque l'on fait ça, on n'est pas simplement dans un combat de valeurs. D'ailleurs, oui, je termine simplement. Oui, on n'est pas dans un combat de valeurs. On est dans un combat politique. On est dans une guerre de 4e dimension, c'est-à-dire une guerre qui ne se présente pas frontalement comme une guerre, mais qui a pour objectif de tuer ce qui permet la vie commune. C'est-à-dire qui permet aux gens de se tenir et de partager des choses essentielles. Si vous tuez ça, vous détricotez, vous déconstruisez en quelque sorte la communauté pour rabattre au rang familial ou au rang individuel les choix de civilisation, les choix de religion, les choix de valeurs, etc., etc. Pourtant, tout le monde vous dira, mais c'est parfait que chacun puisse choisir ses normes, etc. Certes, mais comprenez que lorsque l'on s'attaque, et je prends cet exemple, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, lorsque l'on s'attaque à la culture, aux préjugés civilisationnels d'une population, à ses normes de culture, qui sont ce qu'elles sont, eh bien, lorsque l'on s'attaque à cela, on ne s'attaque pas simplement à des valeurs, on s'attaque à ce qui fait que la collectivité, que la communauté existe. Lorsque vous avez tué ça, lorsque vous avez individualisé ces questions-là, vous avez tué le peuple. C'est-à-dire, vous avez tué une collectivité historique sensible dans l'histoire, et donc vous avez livré une guerre qui est une guerre de destruction de votre adversaire, conforme aux principes énoncés par Sun Tzu il y a plusieurs milliers d'années. L'art de la guerre, c'est vaincre l'ennemi sans combat. Nous sommes donc en guerre. Nous ne sommes pas simplement en guerre sur le plan, je dirais, quand notre incompétent premier envoie quelques rafales ici et là. Nous sommes en guerre réelle, concrète, sur des questions qui sont des questions fondamentales et qui touchent à notre vie et à notre mort, sur ces questions de société, sur des questions de population, de remigration que j'ai évoquées. Nous sommes
nous sommes aujourd'hui dans une situation de conflit, simplement. Les conflits changent de forme. Nous reviendrons peut-être dans les années qui viennent faire des formes de conflits beaucoup plus traditionnelles et malheureusement pour nous, beaucoup plus concrètes. Mais nous sommes toujours aujourd'hui au milieu de la guerre et au milieu des champs de ruines, des batailles que nous ne livrons pas ou que nous ne livrons pas toujours très bien. Vous évoquiez le terme de révolution conservatrice qui pour moi a un sens extrêmement simple. C'est que face à ce travail de détricotage, à ce travail de sape des fondamentaux de notre société, une partie des membres de notre peuple commence à se lever. Ils se sont levés dans la rue, notamment au travers des manifestations, des réactions qu'il y a eu à l'affaire du mariage pour tous, qu'on a appelé mariage pour tous, qui n'était rien d'autre que le mariage homosexuel. Et au travers de cette affaire, qui n'était pas qu'un détail, qui était... Oui, d'ailleurs, vous le marquez bien dans votre ouvrage. Voilà. C'est pas une question périphérique. Ce n'est pas une question secondaire, périphérique, c'est une question importante. Contrairement à l'idée qu'a pu laisser penser le parti dont vous parliez tout à l'heure, le Front National pour le citer. Non, mais je pense que c'est une question politique. Je montre en quoi c'est une question vitale, en quoi c'est une question fondamentale. Et je pense que nous sommes au moment précisément où se lève quelque chose que l'on peut qualifier de révolution conservatrice, c'est-à-dire un processus de retour au sens révolution au sens de retour sur des fondamentaux de culture, de civilisation, et que derrière cette aspiration profonde d'une partie de plus en plus large de notre population, même si une grosse partie de notre population a été cheptélisée et reste abrutie devant ses écrans de télévision à écouter François-Olivier Gisbert, une autre partie de notre population consciente, mais ce sont des millions de personnes aujourd'hui en France, se lève progressivement et est en train d'engager une révolution conservatrice. J'espère que cette révolution ira à son terme. C'est elle qui nous permettra de retrouver la vigueur, la volonté de défendre ce qui nous est propre dans l'histoire. D'accord. Justement, donc, par rapport à cette attaque sur les fondamentaux, cette attaque radicale qui, en quelque sorte, caractérise cette guerre de quatrième génération, ou de quatrième dimension, il y a les deux termes sont usités un petit peu dans la sphère de la dissidence. Vous avez fait parler de vous par l'emploi de termes qui désignaient en quelque sorte donc la caste journalistique en les qualifiant de troupe mentale d'occupation. Troupe d'occupation mentale, oui, tout à fait. D'occupation mentale, voilà. Ça vous a valu une petite notoriété. C'est un terme qui est repris aussi bien aujourd'hui par ici et là, à droite qu'à gauche, d'Émeric Choprade au front de gauche. Le terme de troupe d'occupation mentale est un terme qui désigne ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que je rappelle une chose que tous les gens qui réfléchissent 2 minutes savent bien, c'est que le dispositif de désinformation, le dispositif de médiatique central n'est pas neutre. Il est un outil de contrôle social, et c'est probablement aujourd'hui l'outil le plus efficace pour empêcher précisément notre retour à l'histoire. Et sur toute la planète d'ailleurs, parce qu'on voit aussi une certaine mondialisation. Oui, alors le fait de dire sur toute la planète a tendance à provoquer, un sentiment d'impuissance. Je crois que... Pas du tout, non, alors, simplement il se décline sous différentes modes, selon les sphères, on va dire, géopolitiques et civilisationnelles qui sont concernées, mais c'était aussi des dispositifs qu'on peut retrouver, de manière souvent assez semblable avec des particularismes locaux, on va dire, en Chine ou en Russie, pour ne citer que ces pays-là, mais on retrouve aussi des phénomènes, c'est un phénomène planétaire, ensuite qui va jouer à la fois le jeu de la domination globale des oligarchies qui nous dominent, en tout cas qui veulent étendre leur domaine de domination, et puis aussi les variantes, on va dire un petit peu locales de ces oligarchies, de ces formes de pouvoir qui elles aussi sur les mêmes modes, en tout cas montrent que cette forme de domination est véhiculée par ce vecteur on va dire à la fois prioritaire, et ce vecteur qui correspond en quelque sorte à l'ère de communication dans laquelle nous vivons, en tout cas l'ère de communication qu'on veut étendre à l'ensemble de la planète, et qui malheureusement on peut le voir s'étend à l'ensemble de la planète. Si on prend une actualité très récente autour par exemple d'un téléphone intelligent dont la marque fait notoriété, et qu'on voit un petit peu les phénomènes de pathologie sociale que celui-ci provoque, on voit que ce phénomène a une dimension planétaire, au-delà des rivalités géopolitiques, des rivalités en tout cas à la fois traditionnelles, puis surtout de lutte entre des systèmes de pouvoir qui sont plus apparentés qu'on ne le croit, pour le partage de zones de prédation exclusives, ou en tout cas maximales, de certaine manière. Laurent, vous revenez ici également sur des questions qui vous sont chères, mais aussi pareil la manière notamment de
de moduler à la fois les dimensions écologiques et identitaires de notre combat. Bon, vous avez marqué toujours votre souci donc de ne pas être prisonnier de schémas narratifs, d'une sémantique qui fige votre pensée, votre discours, et surtout de relativiser aussi certains phénomènes, de pas tomber dans certaines dérives essentialistes ou des crispations. Donc comment vous modulez un petit peu la dimension, on va dire, identitaire, j'oserais presque dire ethno-identitaire de notre combat, par rapport aussi donc à la dimension écologique qui est la sienne. Vous en avez un petit peu parlé d'ailleurs en début d'émission. Alors je comprends pas votre question. Vous comprenez pas la question. Ouais. Donc la question de l'identité par exemple pour vous, comment la déclinez-vous par rapport à Alors en fait, je ne décline pas la notion d'identité. Je rappelle une chose, c'est que les mots ne sont pas les choses. Oui, ça, on est tous entièrement d'accord. Voilà. Et donc, il faut être avare de mots pour essayer de restituer, je pense, ce qui est en jeu. Se défier des mots. Défier des mots, ça veut dire qu'il faut se rappeler qu'un mot n'est qu'un véhicule. Il sert à transporter du sens. Si ce véhicule vous permet d'acheminer correctement votre sens, c'est-à-dire ce que vous avez à dire à la personne en face de vous, alors c'est un bon mot. Si par contre ce mot, parce qu'il est clair, parce qu'il permet de restituer ce que vous avez à dire, si par contre ce mot ou cet ensemble de mots ne permet pas de faire entendre ce que vous avez à dire, parce qu'il va provoquer des réactions brutales, des comportements agressifs, etc. Alors, si en tout cas votre objectif c'est de vous faire comprendre, parce qu'on peut des fois parler pour pas pour se faire comprendre, mais pour se faire plaisir, ou en tout cas pour faire du bruit. Mais si votre objectif est de vous faire comprendre, rationnellement, c'est-à-dire pas forcément dans le pathos émotionnel ou mégalomane. Voilà. Dont nous devons nous garder. Si on en reste en quelque sorte à ce constat très simple, alors il faut être attentif aux mots qu'on utilise parce que les mots peuvent bloquer. Et moi, j'essaye simplement d'aborder des questions qui sont des questions très anciennes, de les aborder avec les mots d'aujourd'hui, avec des mots que chacun puisse comprendre, des mots qu'un professeur d'histoire, géographie du Loir-et-Cher ou qu'une mère de famille habitant à Lyon pourra lire et comprendre sans avoir besoin d'une pile de bouquins ou de références pour le faire. Oui, d'une part, cher Laurent, et d'autre part, des mots aussi qui puissent échapper aux stratégies d'incapacitation par rapport à la diabolisation qui leur est associée et qui ne donne pas justement un levier commode à ces troupes d'occupation mentale qui souvent agitent et de manière bien sûr biaisée sur des mots là qui ont une connotation historique qui peut être variable. J'essaye simplement. Ce que j'ai bien aimé d'ailleurs dans votre ouvrage. Voilà, oui, mais je vous remercie. Mais ce qui fait que votre ouvrage peut être mis entre toutes les mains de cette manière. Mais j'essaie d'aborder les choses simplement, de les expliquer simplement, clairement et précisément. Point. Donc sur cette question notamment d'écologie ou d'identité, j'aborde ce point en expliquant ce qu'est l'écologie rapidement, ce qu'elle a été comme science, comme mouvement social, puis comme mouvement politique, quels sont ses échecs, précisément en évoquant, en faisant un constat assez corrosif de l'action réelle de l'écologie politique en France, et notamment, mais j'aborde aussi des questions plus pratiques comme les politiques énergétiques, etc. J'essaye simplement de le faire toujours en partant du réel des gens plutôt qu'en partant, encore une fois, de théories ou de projections théoriques. La question de l'identité est une question c'est un mot, et c'est un mot qui est un peu un mot fourre-tout. Voilà. Donc j'essaye en fait d'aborder la question de la crise identitaire, c'est-à-dire des questions de... J'allais y venir. Voilà. Vous faites une bonne transition. Pourquoi ? Parce que nous sommes un peuple qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui à pouvoir s'affirmer comme tel, à se raconter lui-même, à se dire lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est très difficile pour les uns et les autres de raconter ce que nous sommes collectivement sans tomber en quelque sorte dans les multiples et innombrables pièges ou les innombrables les innombrables pièges qui sont ceux que nous ont mis en place le système le système de contrôle social, le système médiatique. Donc raconter ce que nous sommes, c'est aussi c'est prendre conscience du fait que nous ne sommes pas nos peuples ne sont pas seulement réductibles aux institutions qu'ils ont créées dans l'histoire. Et que les peuples sont des producteurs d'histoire avant d'être
avant que d'être des produits de l'histoire. Il y a en gros 2 façons de voir le peuple aujourd'hui. J'essaie d'être très simple, mais en gros, il y a 2 façons de voir le peuple dans la tradition politique européenne. La première, c'est de considérer que le peuple est en quelque sorte le résultat du produit des institutions qui sont elles-mêmes en quelque sorte fabriquées par des élites qui fondent des États. Et ces élites fondent des États, produisent des institutions, et ces institutions mettent en forme, produisent le peuple en annexant de nouveaux territoires, en laissant entrer ou en excluant des catégories de population, en le transformant, en l'éduquant, etc., etc. Par exemple, le modèle français, par exemple. Ouais, oui. Faire simple. Et voilà. Cette vision-là, c'est-à-dire ce logiciel politique-là, c'est-à-dire celui qui voit le peuple comme un produit de l'histoire, on va dire plutôt baudinien, et c'est une des traditions politiques françaises, ça n'est pas la seule, c'est celle qui est dominante, en tout cas en particulier en France depuis la Révolution française. Celle qui est paradigmatique, voilà, comme voilà. en avant. Donc... Mais il existe dans notre histoire, et il existe en Europe aussi d'autres façons de voir le peuple de se rappeler que le peuple est non pas un produit de l'histoire, mais un producteur d'histoire. Qu'il produit des élites, que ces élites produisent des institutions, que ces institutions ont pour vocation de servir les destinées, les objectifs de ce peuple, et qu'il n'est donc pas, en quelque sorte, une sorte de matière molle, de pâte à modeler, comme a tendance à le considérer la classe politique aujourd'hui, c'est-à-dire un truc que l'on pourrait reconditionner, manipuler, transformer à son gré, et qu'il resterait, toujours, en quelque sorte, finalement, la somme des habitants d'un espace politique donné. Un peuple, c'est une substance historique sensible qui... Vous m'ôtez les mots de la bouche, mon cher Laurent. Est une substance historique sensible dont l'existence dépasse de très loin le cadre des institutions qu'il a créées dans l'histoire, qui ne sont que des outils qui lui permettent de s'adapter et de faire face aux enjeux de l'histoire. Voilà pourquoi quand je parle de fétichisme organisationnel, ce que d'aucuns pourraient qualifier de schéma herderien, voilà, par exemple, si on veut donner une je veux dire simplement, sans qu'on ait lu Herder, oui, je veux dire simplement une chose simple, c'est que nous ne sommes pas, nos intérêts, notre existence n'est pas accrochée irrémédiablement à des questions de nationalité ou à l'avenir ou à la subsistance des institutions que nous avons créées dans l'histoire, mais bien l'inverse. Nous avons créé des institutions dans l'histoire pour affronter, pour faire l'histoire. Nous devons plier, transformer et plier ces institutions à notre volonté, et si demain ces institutions se retournent contre nous, et elles se sont retournées contre nous, l'État français s'est retourné contre nous depuis 40 ans, si nous ne pouvons pas reprendre le contrôle des institutions, alors nous devrons entrer en conflit avec ces institutions pour les remettre en quelque sorte, à la main, c'est-à-dire... pardon de parler, vous avez avec votre barre dans le plâtre, désolé, mais les remettre à la main, c'est-à-dire les remettre en quelque sorte au service de notre existence historique sensible, de notre volonté de nous adapter aux problèmes auxquels nous allons être confrontés à l'avenir. C'est toute la question c'est vraiment la question politique dans laquelle nous sommes. J'essaie d'aborder ces questions-là et de le faire, si possible, la façon la plus didactique possible. Je vous rejoins totalement là-dessus. Et c'est vrai que ça rejoint aussi des visions un petit peu qui sont les nôtres, une vision substantialiste avant tout. C'est vrai, comme vous l'avez bien résumé, les diverses formes civilisationnelles, qu'elles soient étatiques ou autres, sont une émergence d'abord d'une réalité organique, d'une réalité à la fois organique et historique qui s'est en quelque sorte ciselée sur des siècles voire des millénaires, et dont émanent, en fin de compte, toutes ces formes extérieures, après, bien sûr, ça rejoint plus ou moins, là encore, vous allez dire que je fais des références un petit peu intellectuelles, mais c'était le conflit entre, culture et civilisation, par exemple, hein, cette dichotomie qu'avait établie Oswald Spengler, d'ailleurs, auquel vous faites référence avec le titre de votre ouvrage, hein, c'est aussi un ouvrage qu'il avait écrit dans les années 30. Donc, en tout cas... Qui ne s'appelait pas France les années décisives, les années décisives, les années décisives, traduit, d'ailleurs, qui était publié par l'édition Copernic à la fin des années 70. Alors, remigration, quand même. Remigration, c'est un mot qui vous colle, d'une certaine manière, même si d'autres aussi n'en avaient plus le monopole.
Je crois que beaucoup je vous vois sourire. Non, alors, soyons très clairs. D'ailleurs, vous n'avez pas d'avoir le monopole. Je ne veux le monopole de rien du tout. Je suis très heureux de voir les uns et les autres s'abreuver à mon travail depuis des années, que ça soit sur les questions de localisme, que ça soit sur les questions de migration, etc. C'est l'objectif. C'est le but. Et voilà. Donc je suis ravi de voir de jeunes militants coller et se mobiliser sur ces questions-là. Je le regarde avec plaisir et satisfaction. Alors, je crois que beaucoup d'autrices et auditeurs. D'abord, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du libre journal des lycéens dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, et que j'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir Laurent Ozon, auquel me lie un compagnonnage intellectuel et combattant, on va dire, de cette manière, depuis près d'une vingtaine d'années. En tout cas, Laurent Ozon, qui fait l'actualité avec la sortie de son premier ouvrage, France, les années décisives auditions BIOS, et qui donc présidera demain une réunion pour la mise en place d'un rassemblement pour un mouvement de remigration. RMR en abrégé. Voilà, si RMR, pensez à l'air et à la mer. J'ai pensé, figurez-vous, comme quoi. RMR. Nous restons dans l'élémentaire, mon cher. Voilà, notre ami Ernst Jünger serait content que si dans les man nous observe sûrement. Alors, le terme de remigration, je crois, provoque des débats, des interrogations. Que mettre sous ce terme-là donner éventuellement des pistes concrètes d'application de ce schéma de remigration. Je sais que vous êtes très attentif, par exemple, sur la situation qui est celle des pays du Maghreb, qui sont aujourd'hui submergés par une immigration subsaharienne et qui connaissent en quelque sorte des phénomènes et des pathologies sociales dont nous sommes l'objet depuis des décennies. Et vous intégrez un petit peu cette zone cette zone géographique et géopolitique dans le raisonnement, dans les projections qui sont les vôtres concernant ce terme de remigration. Pouvez-vous développer davantage dans l'esprit de ce que je viens de dire? Je vais essayer d'être synthétique. On va dire bien que, sûr. La remigration, c'est l'inversion des flux migratoires. Bon, ça, c'est un terme, c'est un mot qui désigne l'inversion des flux migratoires. Donc la remigration n'est pas, je vais dire d'abord ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas simplement un slogan. Ça n'est pas un slogan, parce que si ça n'était qu'un slogan, ça ne serait rien. Je vous le dis, je vous le rappelle, ça fait 40 ans que nous produisons beaucoup de sueur. Quand je dis nous, c'est beaucoup de monde, produisent beaucoup de sueur, d'émotions et d'hormones pour parler des questions d'immigration. Mais j'observe simplement que ce travail passionnel, sensible souvent et parfois politique, n'a pas produit beaucoup de résultats. C'est un constat. Alors vous allez me dire c'est très facile de critiquer, etc., etc. Peut-être, mais c'est en tout cas... Il y a des critiques positives. Oui, c'est ça. Donc c'est un constat que je fais et je souhaite simplement, j'aborde cette question-là en essayant de l'aborder de façon constructive avec des propositions concrètes. Et l'objet du rassemblement pour un mouvement de remigration qui se déroulera donc à Paris juste après le rassemblement de soutien à Opéra aux chrétiens d'Orient. Donc cette manifestation qui aura lieu à Paris à partir de 15h30. Vous pouvez trouver, si vous voulez des renseignements sur cet événement, vous pouvez trouver en fait des informations pour vous inscrire encore jusqu'à ce soir minuit en tapant rassemblement pour un mouvement de remigration sur Google. Vous aurez certainement des liens qui vous permettront de vous inscrire, etc. Bon, donc ce rassemblement est un rassemblement fondateur. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons passer du stade du constat accablant et de l'angoisse existentielle, voire éventuellement de l'enjeu politique, pour être sur le terrain d'un combat à livrer qui soit articulé autour de propositions concrètes et réalistes. Et vous allez me dire que c'est un dada chez moi, mais oui, je pense qu'il y a en quelque sorte des objets, il y a des choses à faire encore, c'est-à-dire que ce combat n'est pas perdu. Je pense que nous allons devoir effectivement intégrer dans notre approche de ces questions-là et pour proposer des solutions et les voir surtout se réaliser dans les situations polyconflictuelles qui seront les nôtres dans les années à venir, parce que c'est une question de temps, une question de moment. Vous savez que vous pouvez dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple concret. On me dit toujours, mais regardez, comment voulez-vous, vous avez des voisins qui viennent du Maroc, à gauche ils viennent du Maroc, à droite ils viennent de je sais pas où, de Bamako. Et comment voulez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer moi une situation conflictuelle qui aboutira à etc. etc. Bon, je pense que si quelqu'un avait été au Rwanda un an
avant les massacres intensifs entre les Tutsis et les Hutus, qui ont débouché sur un véritable génocide épouvantable dans ce pays-là, il aurait probablement trouvé dans chaque village des Hutus et des Tutsis qui partageaient ensemble l'eau, qui vivaient les uns à côté des autres et qui semblaient le faire de façon relativement correcte et pacifique. Personne ne pouvait imaginer cette montée de violence aux extrêmes. Je vais vous donner d'autres exemples, on peut en prendre beaucoup d'autres, mais vous pouvez vous entendre très bien avec votre voisin, sauf que si demain matin ou dans 10 minutes, il fait une marche arrière avec son véhicule et écrase votre chien, voire votre fille, je pense que les relations vont se dégrader très vite. Bien. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous le dis parce que, quel que soit l'apparent calme, très relatif tout de même, parce que les tensions sont quand même très, très, très fortes. La violence, je dirais, urbaine générée par l'immigration est très forte, mais globalement, ça a l'air de tenir. S'il y a des gens qui pensent que ça va continuer à tenir, alors je les détrompe tout de suite. Ça ne tiendra pas. Ça va se dégrader, ça va s'effondrer, et au moment où... parce que c'est toujours malheureusement le dos au mur que les politiques se posent des questions, que les peuples eux-mêmes se posent des questions. En dehors des êtres très sensibles qui ont compris que nous allions dans le mur avec cette politique multiculturaliste absurde et cette politique migratoire absurde depuis des années, il y a la majorité de la population qui se dit que globalement c'est pas super, que ça pourrait être mieux, que quand même il faudra arrêter, mais qui globalement se laisse faire et manipuler, et se laisse envahir, il faut bien dire les choses comme elles sont, depuis plusieurs dizaines d'années. Ces gens, la majorité de cette population, ne sera prête à entendre des solutions que lorsque le contexte le permettra, c'est-à-dire lorsqu'il sera évident pour tout le monde que ça ne tiendra pas. Nous allons y arriver. Dans les années qui viennent, nous allons nous retrouver à un moment dans une situation d'évidence, il va falloir trouver d'autres solutions. Parce que l'effondrement inévitable de la société multiculturelle, qui est une société multiraciste, polémogène, violente, ne se dérobera pas, elle arrivera, et c'est à ce moment-là, et c'est dans cette perspective-là que nous travaillons, pour que, bien sûr, éveiller la population, nous n'allons pas attendre les temps de catastrophe pour le faire, mais aussi préparer concrètement, et surtout rationnellement, avec des gens qui vont travailler dessus, des propositions qui vont permettre de rendre ces phénomènes concevables et possibles dans l'histoire. C'est donc l'objet de ce rassemblement pour un mouvement de remigration. Ça n'est pas une organisation qui vise à rassembler des gens qui viennent là pour partager leurs humeurs, leurs angoisses et leurs peurs et leurs colères, même si je peux parfaitement les comprendre. C'est une organisation qui vise à fédérer des gens qui veulent entrer dans une action méthodique, disciplinée, concrète et efficace pour arriver à des résultats politiques. Alors vous allez me dire, tout ça paraît incroyable. Comment peut-on imaginer encore s'attaquer à ce problème-là à notre époque ? Eh bien, je pense, parce que j'ai côtoyé, grâce à mes engagements politiques, des personnalités politiques de premier plan, en France et à l'étranger, je pense qu'il y a des solutions. Je pense que ces solutions, il va falloir les décliner, il va falloir les expliquer, et je sais aussi qu'il va falloir attendre le moment pour qu'elles soient entendues, pour qu'elles soient compréhensibles, pour qu'elles soient acceptées. Lorsque je parlais, je vais pas vous donner d'exemple, parce que ça traînerait trop en longueur, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est donc l'objet... Je comprends totalement. Voilà. C'est ce que nos auditrices et auditeurs comprennent. C'est l'objet donc de ce rassemblement de dimanche, c'est-à-dire un rassemblement avec des gens qui veulent travailler, qui veulent s'engager, travailler. Donc, il va y avoir des explications, bien évidemment. Je ferai une intervention, une conférence pour expliquer globalement la logique de ce travail. Et nous passerons ensuite en mode fondation, c'est-à-dire la constitution d'un rassemblement pour un mouvement de remigration. Ce rassemblement, donc, est ouvert aux personnes qui souhaitent nous rejoindre, mais uniquement dans la perspective de ce que j'ai indiqué. Encore une fois, malheureusement, si vous n'avez pas de temps, si vous n'avez pas, je dirais globalement, si vous pensez ne pas pouvoir apporter une contribution constructive, pratique à ce travail, peut-être en serez-vous les bénéficiaires, les spectateurs, je l'espère en tout cas, mais au stade où nous en sommes aujourd'hui, nous devons passer du stade, je dirais, de la production de chaleur à la production de lumière, pour reprendre un terme favorable aux thermodynamiciens, c'est-à-dire qui décrivent souvent des situations en disant il y a là, hélas, plus de chaleur que de lumière. Sur l'immigration, je pense qu'il y a eu là, hélas, plus de chaleur que de lumière. Le moment est venu peut-être de mettre un peu de clarté, un peu de méthode dans tout ça, et c'est en tout cas ce que je vais m'efforcer de faire. Très bien, je crois que c'est une belle chute pour l'ensemble de votre propos dans cette émission aujourd'hui. C'est seulement, Laurent, si quand même je vais prendre quelques questions d'auditeurs en vous demandant d'être très bref. Très synthétique. Alors, parmi celles qui ont été posées, je vais prendre ces deux-là. Tout d'abord, bonjour, je ne comprends pas bien cette notion de nouvelles compétences. C'est quoi au juste ? Quels sont leurs objets ?
En quelques phrases. J'insistais sur la notion, plutôt que de parler d'élite, qui est un terme un peu grandiloquent et mégalomane, pour la majorité de la population, j'entends. Je parlais de compétences, c'est-à-dire je pense que les élites sont avant tout des gens qui ont les compétences. Les compétences, c'est le caractère, c'est la formation, c'est la méthode pour exercer des responsabilités collectives. Et donc, j'insiste, moi, pour ma part, plutôt sur ces compétences qui peuvent être humaines ou qui peuvent être techniques, parce que je pense que la question des élites est une question fondamentalement qui se ramène en partie à celle de la compétence. Très bien, Laurent. Deuxième question. Bonjour, monsieur Ozon. Comment voyez-vous l'avenir de l'élevage des animaux de boucherie qui sont actuellement entassés dans des hangars sans jamais voir le jour ? Faut-il se tourner vers les usines à vaches comme cela semble se passer ? Comment forcer les laboratoires à utiliser des méthodes alternatives à la torture animale ? Forcé, je pense que je suis un partisan de la relocalisation des activités humaines et donc bien évidemment aussi de la production biologique autant que faire se peut, et donc je suis favorable à des modes de production qui rétablissent un peu d'humanité, un minimum d'humanité dans ces pratiques. Les hangars et la production industrielle, l'aberration de la souffrance animale dans les productions industrielles pour alimenter des circuits de production, de distribution qui s'engraissent sur la dos de la population en lui vendant des produits de basse qualité et en plus subventionnés par ces impôts, tout ce modèle-là me paraît être condamné, nous le savons, donc je pense qu'il est temps de passer à autre chose et on est déjà bien avancé sur ce terrain-là, je crois. Très bien, Laurent. Alors, je permets de rappeler à nos auditrices et auditeurs donc les références de votre premier ouvrage, donc qui sort demain, d'ailleurs qui sera disponible pour les participants de la réunion. Oui, je le dédicacerai dimanche à 15h30. En plus, c'est une dédicace, voilà. Oui. Donc, Laurent Ozon, donc France, les années décisives, audition BIOS. Je crois qu'il y a un site dédié aux éditions. Je crois qu'il peut être commandé aussi par correspondance, si je ne m'abuse. Oui, je pense. Le plus simple, c'est chercher Rassemblement pour un mouvement de remigration. Vous trouverez tout normalement. Tout à fait. Voilà. Alors, le moment est venu, ça va être très bref, et toujours pareil au pas de course, comme d'habitude, de mes traditionnelles chroniques culturelles, un peu rachitiques ce mois-ci. Bon, l'actualité, enfin, nous sortons des vacances en quelque sorte, de cette manière. Or, tout d'abord, un ouvrage qui fera date également comme le vôtre, et d'ailleurs, il n'est pas exclu que son auteur, qui est un habitué aussi de cette émission, vienne nous rendre une petite visite, loin de Je sais qu'il sera là dimanche. Oui. Il sera là dimanche. Comme beaucoup d'autres. Il sera là dimanche. Je pense. Ce cachotier m'a rien dit. Bon, nous verrons bien en tout cas. Donc, il s'agit de Georges Feutin-Tracol, que nous connaissons tous les deux, qui vient de sortir un copieux ouvrage, à la fois au niveau de la pagination et surtout du contenu crédence, qui s'intitule « En liberté surveillée, réquisitoire contre un système liberticide » aux éditions Les Bouquins de Synthèse Nationale. Alors c'est un énorme travail, on sait que notre ami est un véritable moine copiste, en tout cas de la métapolitique appliquée au réel. Donc il a fait un gros travail de collection, en tout cas sur un plan purement factuel déjà, et surtout après au niveau conceptuel, pour tracer un petit peu les contours de ce système de domination, dont on parlait tout à l'heure, dont la guerre de 4e dimension n'est qu'une des manifestations. Donc, c'est vraiment sûrement l'ouvrage de référence dans ce domaine-là. Donc, il trace bien, à la fois au niveau national et au niveau international, quels sont un petit peu les éléments mis en place par ce système de domination. Et il prend surtout de moult exemples dans l'actualité, la plus récente, donc qu'elle soit une fois de plus nationale ou internationale. Donc, et puis surtout avec la plume et la propos qui est le sien, là aussi, donc c'est aussi nerveux. Donc, je peux citer quelques titres de chapitres comme ça, qui peuvent donner quelques petits exemples, une petite idée en tout cas pour nos auditeurs. Sociétalisme et barbarie, bonne référence. L'Occident mère tyrannique, une répression protéiforme, polymorphie de l'état profond. Voilà. Donc, un ouvrage vraiment, donc je pense que nous allons reparler plus en détail et qui fait donc, pour le dire tout simplement, qui fera sûrement l'objet d'une émission très prochainement. Donc, Georges Feutin-Tracol, En liberté surveillée, réquisitoire contre un système liberticide, et donc édité par les Bouquins de Synthèse Nationale pour la modique somme de 23 €. C'est pas cher payé, d'une certaine manière, pour le contenu et surtout le côté impérieux de cette prise de conscience qui doit se franchir les cercles étroits de la sphère de la dissidence. Deuxième ouvrage, alors c'est un titre qui pourra peut-être surprendre certains auditeurs, d'autres rappeler aux plus cultivés donc l'œuvre du mythologue historien de religion Mircea Eliade. Il s'agit de Orientation pour un paganisme cosmique de Arnaud Petiloup,
qui vient d'être édité par les éditions du LOR. Alors, tout d'abord, au niveau de la forme, d'ailleurs, soulignons l'extrême qualité des éditions des produits des éditions du LOR. Hein. Donc, c'est papier glacé, superbe maquette. Donc là, il s'agit en quelque sorte d'un petit compendium polythéiste. Là, tout à l'heure, nous parlions de narration collective, hein, et là, je crois que c'est un ouvrage qui peut participer d'une narration collective refondatrice, hein, en tout cas de notre substance sensible et historique, hein, pour reprendre vos mots, Laurent. Donc, c'est un ouvrage, un compendium avec de très nombreuses citations, dont certaines traduites pour la première fois en français, qui sont regroupées par thème et commentées par l'auteur. Donc, j'ai pu en prendre connaissance, là aussi en avant-première, et je vous le recommande chaleureusement. Donc on a par exemple des thématiques comme les religions racines, l'écriture primordiale, la mémoire ancestrale, le lieu sacré Omphalos, l'intuition humaniste. Donc n'oublions pas aussi que nous sommes aussi des êtres qui développent un langage symbolique. Ce langage symbolique ne résume pas tout, comme notre invité l'a bien précisé, mais c'est quand même aussi ce qui nous constitue notre spécificité par rapport à l'ensemble du règne du vivant. Donc un ouvrage, je rappelle les références de l'ouvrage: Arnaud Petit-Loup, Orientation pour un paganisme cosmique, aux éditions du LOR, pour la somme de 18 €. Peut être commandé donc sur le site dédié. Troisième ouvrage, une référence aussi familière aux éditrices auditeurs, Georges Sorel, grand penseur socialiste français du syndicalisme révolutionnaire, donc avec des textes choisis et réédités par l'édition Contre-Culture, donc ses réflexions sur la violence, les illusions du progrès, la décomposition du marxisme, là aussi le gros effort tarifaire des éditions Contre-Culture, 19 €. Ces trois ouvrages, donc pour le rendre bien sûr accessible au plus grand nombre, donc qui viennent de sortir chez Contre-Culture. Dernier ouvrage que je signalerai, celui de Nicolas Righetti, Transnistrie, un pays qui n'existe pas. Superbe album photo édition par l'édition du Farb sur cet objet un petit peu, on va dire, politique non identifié, à la fois ce post-soviétisme, mais surtout un ouvrage qui rend attachant cette entité, d'ailleurs, qui s'inscrit dans une actualité plus brûlante, dans cette même zone géographique. Vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Alors, pour les événements, deux événements que je dois signaler. Tout d'abord, la 8e journée nationaliste identitaire de synthèse nationale, qui aura lieu le dimanche 12 octobre 2014 à l'espace Jean Monnet, donc 47 rue des Soleils à Rungis. Voilà, donc à partir de 11h, entrée 10 €. Donc là aussi, vous allez sur le site de Synthèse Nationale pour plus de détails. Et deuxième événement, il s'agit de la deuxième grande journée familiale et militante, donc organisée par le réseau MAS, le 27 septembre 2014, donc dans le nord de la France, donc dans la ferme de l'Épinette. Donc nombreux stands, concert Dr Merlin, avec réservation obligatoire avant le 24 septembre pour le repas. Donc là aussi, vous pouvez aller notamment sur le site du Cercle non conforme pour avoir plus de détails. Donc 15 € par adulte. Et puis surtout, voilà, grande manifestation tout à fait sympathique, donc qui à la fois concilie l'aspect familial qui est fondamental, et notre invité de le rappeler. Le travail du MAS est fondamental. Voilà, et aussi donc les implications du combat militant. Donc l'heure est venue de vous laisser et de vous donner rendez-vous pour de prochaines aventures, on va dire métapolitiques, pour le qualifier ainsi. Et donc je remercie une fois de plus Laurent Ozon d'avoir été présent aujourd'hui à cette émission, et il sait toujours qu'il est bienvenu ici. Donc c'était Pascal Lassalle aujourd'hui à la direction de ce Libre Journal des lycéens, qui vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal des lycéens, dirigé par Pascal Lassalle, diffusé en direct samedi 20 septembre 2014 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, dimanche 21 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal a été réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association, en rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement. Vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.